Les estivales de la question animale, août 2021. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 20e édition des estivales de la question animale. Je répète encore la même introduction, et oui, parce que c'est enregistré. Je suis Julien de la chaîne YouTube Demos Kratos et on m'a chargé de vous faire une petite introduction. Donc déjà rappeler ce que c'est les estivales de la question animale, pour peu qu'il y ait des nouveaux qui soient là. C'est un événement organisé du 9 au 22 août qui propose cette année 96 heures d'activité, comprenant des ateliers et une trentaine de conférences, dont une vingtaine ont été filmées. Et vous pouvez déjà les retrouver sur la chaîne YouTube Les Estivales de la question animale. Donc on vous invite à aller vous abonner à cette chaîne, à checker les vidéos de la playlist, à les liker et surtout à les partager un maximum, parce que le but c'est quand même de diffuser nos idées. Donc on a réussi à filmer ces conférences, maintenant il faut les diffuser un peu partout, quoi. Les estivales de la question animale, c'est un événement à prix libre, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas coûté d'argent, puisque ça a coûté à peu près 40 000 € au total. Et donc, on vous invite à aller à l'accueil pour voir quels dons vous pourriez faire pour soutenir économiquement cet événement. Aujourd'hui, on est avec Axel Playhouse de Broer et on va parler de la théorie et de la pratique de l'animalisme efficace. Donc pour ceux qui étaient là avant, on avait Peter Singer qui nous a fait une petite conférence privée sur cette question. C'était très américain, ça nous a tous un peu fait bizarre, donc on attend beaucoup de ce qui va se passer. Axel, tu es co-rédactrice en chef de la revue L'Amorce et co-autrice de Solidarité animale. Après avoir étudié la sociologie et les théories féministes, tu as exercé depuis fin 2020 le métier de journaliste scientifique. La conférence d'aujourd'hui, on va voir que peu d'activistes remettent en cause l'efficacité de leur lutte. On agit souvent sans se dire est-ce que c'est vraiment efficace. C'est pour ça qu'on a le mouvement de l'altruisme efficace qui propose un cadre méthodologique qui permet de prioriser les différentes causes, les différentes interventions possibles selon des critères plutôt impartials, rationnels, scientifiques, ce qui fait un peu l'originalité du mouvement antispéciste. Mais pas que, mais voilà. Dans l'objectif de trouver la manière la plus efficace d'améliorer le monde. Et pour ça, je vais laisser Axel faire sa conférence. Et ensuite, à la fin, il y aura un temps d'échange où on pourra faire passer le micro et avoir une petite partie questions-réponses. Là, la vidéo n'est pas diffusée en live, elle est simplement enregistrée. Donc voilà, n'ayez pas peur. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Merci aussi à Nicolas et à Swen pour la captation vidéo. Donc moi, effectivement, je vais parler du mouvement de l'altruisme efficace et puis aussi de la façon dont ce mouvement peut informer le mouvement animaliste dans ses stratégies et ses méthodes d'action. Donc ma présentation sera en deux parties. D'abord, je vais tout simplement présenter l'altruisme efficace, donc donner une définition, définir les valeurs de ce mouvement, donner quelques repères historiques et sociodémographiques de ce mouvement. Et puis ensuite, je vais présenter le type de réflexion et d'initiatives altruistes efficaces qui ont vu le jour au sein de la cause animale. Et puis, j'ai voulu ponctuer ma présentation de quelques petits points on pourrait dire des anticipations d'objections, parce que l'altruisme efficace fait l'objet de discussions, de critiques, de remises en question. Donc, au fur et à mesure de ma conférence, j'essaierai d'adresser certaines objections qui sont faites à l'altruisme efficace. Alors, je vais commencer par donner une définition assez courte, mais qu'on va raffiner au fur et à mesure de la présentation. On peut déjà définir l'altruisme efficace comme une philosophie et un mouvement social composé de gens qui cherchent à utiliser la raison dans la poursuite de leurs objectifs altruistes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par raison et qu'est-ce qu'on entend par objectif altruiste ? Par objectif altruiste, j'entends de façon assez large la volonté d'améliorer le monde.
Ça peut être réduire les souffrances, ça peut être lutter contre les inégalités sociales, ça peut être lutter contre l'extrême pauvreté. Il peut y avoir plusieurs façons de formuler ce qu'on entend par améliorer le monde, mais il n'y a pas forcément de consensus sur ce que ça implique concrètement, ce projet. Mais il y a quand même un point d'entente parmi les altruistes efficaces qui s'accordent généralement sur le fait que, toute chose égale par ailleurs, un monde où il y a moins de souffrance et plus de bonheur vaut mieux qu'un monde où il y a plus de souffrance et moins de bonheur. Ça, c'est une phrase de Peter Singer dans son livre « L'altruisme efficace ». Et c'est pour résumer de la façon la plus large possible ce qu'on entend par ce projet d'amélioration du monde. Et qu'est-ce qu'on entend par raison? Utiliser la raison au service des objectifs altruistes. Eh bien, c'est le fait d'utiliser la démarche scientifique, de faire des recherches empiriques, d'utiliser les outils de la rationalité pour avoir une approche méthodique et pour maximiser nos chances d'obtenir les résultats qu'on vise. Donc, en l'occurrence, améliorer le monde. En fait, la question qui obsède les altruistes efficaces, c'est comment aider les autres le plus possible, compte tenu de nos ressources limitées. Donc c'est à la fois une réflexion d'ordre moral, mais c'est aussi un défi pratique. C'est essayer de répondre à une question technique, difficile, complexe. Voilà, donc je vais revenir sur ces deux aspects dans la suite de ma conférence, la rationalité et les objectifs altruistes, mais c'était déjà pour poser une première définition de ce que c'est que l'altruisme efficace. Alors, une autre façon de formuler cette première définition, c'est cette idée que pour les altruistes efficaces, non seulement il vaut mieux faire quelque chose pour les autres plutôt que rien, et ça c'est ce que fait par définition tous les activistes engagés dans différentes causes, et c'est déjà considérable, mais l'idée c'est de faire quelque chose de particulièrement efficace, plutôt que simplement quelque chose, plutôt que rien, pour aider les autres. Donc c'est important non seulement d'agir, mais c'est aussi important de se donner les moyens de maximiser son impact positif sur le monde, c'est-à-dire de faire la plus grande différence possible pour le plus grand nombre d'individus possible. Et donc c'est une façon particulière de concevoir l'activisme de façon générale, qui est une conception particulièrement exigeante, parce qu'elle met l'accent non seulement sur l'importance morale d'aider les autres, mais surtout sur l'importance morale, voire même l'exigence morale d'aider les autres de façon efficace. Efficace étant ici une façon de dire qu'on veut aider le plus d'individus possible et le plus possible ces individus. Du coup, comme je le disais un peu plus tôt, les altruistes efficaces se donnent à eux-mêmes et à elles-mêmes un défi, un problème complexe qui est de trouver les stratégies, les interventions, les façons d'agir dans nos mouvements qui soient les moins mauvaises, c'est-à-dire celles qui produisent le plus de résultats avec le moins de ressources utilisées. Donc encore une fois, celles qui sont les plus efficaces. Un point que je trouve particulièrement intéressant dans l'altruisme efficace et qui, je pense, n'avait pas été formalisé jusqu'ici, ou en tout cas pas autant dans les mouvements sociaux, c'est une confiance dans le fait qu'on peut objectiver l'efficacité. C'est-à-dire qu'on peut définir l'efficacité, déjà, ce qui va pas de soi, et puis surtout en faire un objet de préoccupation en elle-même, la rendre concrète pour pouvoir ensuite mieux l'organiser, la réaliser. Et ça peut passer notamment par le fait de mesurer l'efficacité de différentes stratégies, pour ensuite les comparer plus facilement que si simplement on s'en tenait à des discussions d'opinion ou des appréhensions abstraites et subjectives de l'efficacité. Donc cette volonté d'objectiver l'efficacité, c'est quelque chose qui est particulièrement central dans l'altruisme efficace. Il y a vraiment un effort mené pour définir et organiser l'efficacité. Alors pourquoi je dis que l'efficacité n'avait pas été autant formalisée jusqu'ici ? C'est parce qu'en fait, assez bizarrement, l'efficacité n'est pas toujours au centre des préoccupations des mouvements sociaux. Alors certes, quand on demande aux activistes si c'est important d'être efficace, la réponse sera toujours oui.
Mais en fait, il arrive que rien ne soit vraiment mis en œuvre concrètement pour organiser l'efficacité. Ça peut être soit des discussions générales où chacun donne son avis sur quelle est la meilleure stratégie, ou alors ça peut être à l'inverse des visions assez dogmatiques et figées de la direction que devraient prendre les mouvements sociaux pour être efficaces. Je vais revenir évidemment sur la façon dont l'altruisme efficace essaye d'objectiver l'efficacité, mais il y a déjà 2 points que j'aimerais souligner qui sont des sortes d'anticipation d'objections liées à l'altruisme efficace. La première, c'est que c'est pas parce que l'altruisme efficace croit dans le fait d'objectiver l'efficacité que c'est un mouvement qui a la prétention de toujours savoir quelles sont les stratégies les plus efficaces. Comme je le disais au début, l'altruisme efficace prend la forme d'une question. C'est une question toujours ouverte et la réponse à cette question, elle change sans cesse en fonction du contexte, en fonction d'un tas de critères que je vais détailler un peu plus tard. Et puis un autre point qui est très important et qui, je pense, n'est pas assez présent dans les discussions d'ordre stratégique, c'est que la question de l'efficacité, elle est toujours relative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité en soi. On ne peut pas désigner une stratégie qui serait valable en tout temps et en tout lieu. L'efficacité, c'est surtout une question d'efficience. C'est-à-dire qu'une stratégie, elle va être plus ou moins efficace que d'autres stratégies à un moment donné, à un moment précis. Du coup, l'altruisme efficace ne valorise pas, a priori, une stratégie ou une association de façon définitive. C'est un mouvement dynamique dans ses recommandations. Avant d'aller plus loin sur cette question de l'efficacité, j'aimerais donner quelques repères historiques et socio-démographiques du mouvement de l'altruisme efficace. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert l'altruisme efficace en 2017, c'est que c'est un mouvement extrêmement récent. Alors, on peut quand même retracer une filiation des idées centrales de l'altruisme efficace, donc notamment dans des travaux en philosophie morale dans les années 70. Par exemple, Peter Singer avait déjà énoncé quelques principes qui sont propres à l'altruisme efficace dans des articles de philo-morale à ce moment-là. Et puis, il y a aussi, dans les années 90, une sorte de tournant expérimental dans l'économie du développement, où il y a eu une attention très forte sur le fait d'essayer de mesurer le plus possible l'efficacité de telle ou telle stratégie pour maximiser l'efficacité des politiques publiques et des interventions en termes de développement et de lutte contre la pauvreté. Donc il y a quand même une filiation, mais la véritable structuration du mouvement, elle a à peu près 15 ans. Ça date de la fin des années 2000. Donc en 2007, on a la première association altruiste efficace qui s'appelle GiveWell, qui est un organisme d'évaluation de l'efficacité des organisations dans le domaine de la pauvreté et du développement. Et c'est surtout en 2011 en fait, qu'il y a eu une explosion du mouvement avec plusieurs associations qui naissent, plusieurs initiatives. Donc voilà, ça fait 10-15 ans que le mouvement est structuré, et au niveau francophone, c'est encore plus récent, puisque Altruisme Efficace France a été fondé en 2016. Donc c'est vraiment, c'est littéralement hier. Enfin, c'est pas littéralement hier, mais c'est presque hier. Alors, côté démographie du mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'une enquête est menée chaque année depuis 2014 dans la communauté altruiste efficace au niveau mondial pour cerner un petit peu les caractéristiques du mouvement. Donc ça s'appelle le EA Survey. EA, c'est pour Effective Altruism. Et c'est l'organisation Rethink Priorities qui mène cette enquête annuelle. Et donc en 2020, avec les chiffres de l'enquête de 2019, Rethink Priorities a estimé à environ 6500 le nombre de personnes impliquées dans l'altruisme efficace à travers le monde. Alors par impliqué, ce que j'entends par là, c'est le fait d'avoir déjà consommé plusieurs contenus liés à l'altruisme efficace, que ce soit des articles, des podcasts, des conférences, et puis éventuellement d'avoir aussi pris des décisions, que ce soit des décisions dans l'engagement militant, des décisions de dons, ou des décisions peut-être aussi d'ordre professionnel qui auraient été influencées
en partie par les principes de l'altruisme efficace. Donc 6500 personnes à peu près à travers le monde, en 2019 en tout cas, correspondaient à cette définition de l'implication dans le mouvement. Et à la même période, donc en juin 2020, j'ai demandé à Altruisme Efficace France de me donner une estimation du nombre de personnes impliquées en France selon les mêmes critères. Et on m'a répondu à l'époque environ 300. Ce qui est plutôt faible. Après, il faudrait peut-être que je demande un an plus tard si ces chiffres ont évolué et dans quelle direction. Mais en tout cas, ça reste des chiffres assez modestes. Côté plutôt sociologique, l'enquête de 2020 donne, donc l'enquête plus récente, donne un aperçu assez précis des caractéristiques sociales des membres du mouvement de l'altruisme efficace. Et là, il y a un constat qui s'impose vraiment, c'est que l'altruisme efficace est un mouvement homogène d'un point de vue sociologique. Par exemple, parmi les 2166 personnes qui ont répondu au sondage, 71% déclarent être des hommes, 83% être blancs et 82% des répondants ont moins de 35 ans. Si on prend les données de 2019, parce qu'en fait, toutes les questions ne sont pas reconduites d'une année à l'autre, donc là, j'ai été chercher les chiffres de l'année précédente. Donc sur les 2513 personnes sondées, seulement 4% déclarent vivre en dehors des États-Unis et de l'Europe. Donc c'est un mouvement qui est assez localisé au niveau occidental. 86% disent être agnostiques ou athées. 72% se situent politiquement à gauche. 9 personnes sondées sur 10 sont engagées dans des études supérieures et ou ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc par exemple, 16% ont un doctorat. Encore 2 chiffres que j'ai mis sur la slide. Près de la moitié, donc 46%, déclarent être végétarien ou vegan. Donc c'est par rapport au régime alimentaire occidental standard, c'est quand même 10 fois plus. Les altruistes efficaces sont 10 fois plus susceptibles de ne pas manger d'animaux que le reste de la population. Et un autre fait notable, c'est qu'un répondant sur 5 déclare donner 10% ou plus de ses revenus à des causes, des mouvements sociaux et des causes souvent l'allocation de leurs dons sont faits à des associations reconnues comme étant particulièrement efficaces. On va y revenir. Donc on peut résumer tout ça en disant que l'altruisme efficace, c'est une petite communauté récente et homogène. Un point sur l'homogénéité du mouvement, c'est quelque chose qui fait l'objet de discussions dans le mouvement, qui n'est pas du tout ignoré ou passé à la trappe. Ça fait l'objet de discussions et d'une attention particulière. L'idée qui revient souvent quand on lit les articles de blog qui portent sur la question, c'est que l'altruisme efficace, c'est qu'un mouvement qui est sociologiquement très homogène court le risque de se priver d'un certain nombre de points de vue, d'expériences, de compétences et d'informations qui sont pertinentes pour l'efficacité du mouvement. Alors, on pourrait se dire que 15 ans d'existence pour un mouvement, c'est très jeune, et qu'on peut s'attendre à l'avenir à ce que le mouvement se diversifie davantage à mesure qu'il se développe. Donc ça, c'est tout à fait possible, et je pense même que quand on regarde les chiffres depuis 2014, on a une petite évolution vers plus de diversité. Mais ça serait une erreur, je pense, de penser que cette diversification du mouvement va se faire toute seule. Il y a une citation de Julia Wise, qui est la personne de référence du mouvement altruiste efficace pour tous les problèmes rencontrés au sein de la communauté, que ce soit des problèmes de harcèlement, de détresse émotionnelle, de conflits interpersonnels. Donc Julia Wise dit la chose suivante. Un groupe fondé par des hommes anglophones de la classe moyenne supérieure, utilitaristes et âgés d'une vingtaine d'années, risque de rester limité à ses caractéristiques démographiques s'il ne fait pas un effort délibéré pour en inclure d'autres. Donc c'est vraiment cette question de l'effort délibéré qui est centrale ici. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour rendre le mouvement plus accueillant, particulièrement pour les minorités de genre et les personnes racisées.
et puis surtout pour les inciter à rester dans le mouvement une fois qu'elles l'ont découvert. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas tant le fait de faire connaître le mouvement altruiste efficace à ces catégories sociologiques, mais c'est plutôt la question de la rétention des personnes. C'est le fait que ces personnes restent dans le mouvement une fois qu'elles l'ont découvert. Donc, parmi les initiatives mises en place, je pense par exemple à une organisation qui s'appelle OneBam, qui a été fondée en 2019 et qui propose un programme de mentorat et de réseautage par et pour les femmes, les personnes trans et les personnes non-binaires intéressées par l'altruisme efficace. Donc OneBam se base sur ce constat que les relations interpersonnelles et le soutien individualisé sont particulièrement utiles sont des facteurs de rétention très importants, c'est-à-dire qui favorisent la qualité et la durée de l'investissement des personnes dans le mouvement. Alors, je vais revenir maintenant sur la question de l'efficacité. En fait, on pourrait se dire que toute personne qui s'engage dans des causes altruistes, que ça soit l'antispécisme ou une autre cause, elle est par définition intéressée par son impact. Mais en fait, il ne suffit pas d'être... non seulement il ne suffit pas d'être bien intentionné pour être efficace, et même dans le cas où on est sincèrement intéressé par la question de son impact, réussir à identifier les stratégies les plus efficaces ne va pas du tout de soi. Pour le dire en un mot, en fait, c'est difficile d'être efficace. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est si difficile. Je vais en présenter quelques-unes maintenant. Et puis ensuite, je présenterai la façon dont l'altruisme efficace essaye de contrer ces difficultés. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être particulièrement efficace dans nos luttes ? La première explication qu'on peut donner, qui est peut-être un peu évidente, mais ça vaut le coup de le rappeler, c'est qu'on s'attaque à des problèmes mondiaux qui sont très complexes à résoudre. Que ça soit le spécisme, que ça soit l'extrême pauvreté, que ça soit les inégalités sociales ou n'importe quel autre problème, généralement, ce sont des phénomènes dont les mécanismes sont à la fois politiques, culturels, économiques, géopolitiques, voire même psychologiques, etc. Il y a une sorte d'enchevêtrement de causes et de dynamiques. Donc on ne se débarrasse pas comme ça de la pauvreté, de la souffrance, des privilèges, etc. Et au contraire, c'est des projets à long terme qui demandent et qui sont très ambitieux. Et puis un autre fait à souligner, c'est que tout le monde ne partage pas nos objectifs altruistes. Il y a des gens qui bénéficient des inégalités, qui bénéficient du spécisme et qui vont utiliser leurs propres ressources pour verrouiller la situation et pour faire en sorte que rien ne change. Donc avant même d'agir, avant même de choisir une stratégie et de la mettre en place, il faut déjà avoir une bonne compréhension du phénomène qu'on cherche à résoudre. Donc il faut déjà utiliser beaucoup de ressources pour ne serait-ce que comprendre le phénomène auquel on veut s'attaquer. Mais ça, comme je le disais, c'est une raison un peu évidente. On sait qu'on s'attaque à des problèmes difficiles, parce que sinon on les aurait déjà résolus depuis longtemps. Et du coup, j'aimerais maintenant parler d'autres raisons qui font que l'efficacité est quelque chose de difficile. Et certaines de ces raisons sont liées à ce que je vais appeler ici l'activisme en mode pilote automatique. Donc généralement, quand on est touché par une cause et qu'on veut contribuer à sa résolution, c'est assez rare qu'on se pose et qu'on prenne le temps d'étudier l'ensemble des stratégies possibles, qu'on les compare de façon attentive pour choisir celle qui nous semble avoir le plus grand potentiel d'impact. Généralement, on va éviter de prendre ce temps-là parce que soit on ne pense pas à le faire, soit on ne sait pas comment le faire, ou alors on pense que ça va être trop difficile, voire même impossible. Donc on va plutôt s'arrêter à la première option qui nous paraîtra satisfaisante, c'est-à-dire à notre portée, plutôt facile à mettre en œuvre et plutôt agréable à mettre en place. Donc typiquement, on va se tourner vers des actions ou des campagnes en fonction de ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Par exemple, si j'ai découvert la cause animale via une vegan place, via un stand d'information dans l'espace public,
eh bien, peut-être que je vais être naturellement tentée de contribuer moi-même au mouvement en devenant à mon tour bénévole dans une vegan place. Ou alors, je vais saisir des opportunités qui se présentent spontanément à moi. Par exemple, j'ai une amie proche qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à tracter, donc je vais me mettre à faire ce genre de stratégie. Ou alors, je croise un appel à bénévoles pour les estivales sur les réseaux sociaux. Donc ça va être une façon de rentrer dans un mouvement social. Alors, je ne dis pas du tout que les choix spontanés qui se font en mode pilote automatique sont des mauvais choix, sont forcément des mauvais choix, ou alors que c'est toujours souhaitable de mettre l'habitude ou le plaisir de côté. Mais ce que je dis, c'est que les choix qui ne sont pas explicitement faits avec l'efficacité comme objectif ont de fortes chances de ne pas être les choix les plus efficaces, tout simplement. Ou alors vous êtes très bien entouré, et il se trouve que les opportunités spontanées qui se présentent à vous sont parmi les plus efficaces parce que vous avez peut-être un entourage militant déjà engagé dans l'altruisme efficace, par exemple. Mais c'est encore rare, comme on a lu, il y a 300 personnes impliquées dans l'altruisme efficace en France, faut les trouver. En fait, sur cette question de l'activisme en mode pilote automatique, il faut voir que dans notre activisme, et en fait c'est la même chose dans notre vie de tous les jours, plutôt que de tenir compte de toutes les informations pertinentes disponibles relatives à la situation, ce qui demanderait énormément de temps, on utilise plutôt des raccourcis pour prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle les heuristiques de jugement. Je crois que, pour moi, les heuristiques de jugement, c'est très proche de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Je ne suis pas sûre de la différence entre les deux. Je pense que les deux sont liés, que les heuristiques de jugement produisent des biais cognitifs. En tout cas, dans ce que je vais dire, les deux seront quasi des synonymes. En fait, les heuristiques de jugement, ce sont des opérations mentales automatiques, intuitives et rapides. Donc ce sont des raccourcis mentaux qui sont très utiles parce qu'ils nous évitent d'être paralysés à chaque fois qu'on doit prendre une décision. Ça nous permet c'est des sortes de réflexes qui nous permettent de prendre des décisions qui la plupart du temps conviennent et sont suffisantes pour fonctionner au quotidien, mais qui sont rapides et qui ne prennent pas en compte toutes les informations. Et donc, ça peut aussi être un obstacle à notre efficacité parce que prendre des décisions rapidement, c'est potentiellement prendre des décisions basées sur des erreurs d'appréciation. Et effectivement, les heuristiques de jugement nous font faire des erreurs récurrentes, par exemple au niveau des probabilités ou de notre compréhension du hasard. Je vais donner 3 exemples très rapidement du type de biais cognitifs ou d'heuristiques qui peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions ou des décisions sous-optimales. Donc on a par exemple ce qu'on appelle l'effet IKEA, qui est lié à l'heuristique d'effort. Et en fait, ça consiste à surestimer la valeur de quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être une stratégie ou ça peut être même un objet. Donc on va surestimer la valeur de cette chose parce qu'on y a investi de l'effort et du temps, parce qu'on y a mis un petit peu de nous, en quelque sorte. Donc ça peut avoir des répercussions non seulement dans la vie courante, mais aussi sur notre militantisme. On a aussi ce qu'on appelle en anglais la scope insensitivity. Je pense qu'en français, on peut le traduire comme une sorte d'insensibilité au grand nombre, une incapacité à appréhender les grands nombres. Donc par exemple, cette incapacité fait qu'on ressent assez facilement de l'empathie pour une personne précise. Pour 2 personnes, pour 3 personnes, ça marche encore assez bien. Mais au-delà de... je ne connais pas les chiffres exacts, mais au-delà, on va dire, de 50 individus, ces individus finissent par s'effacer derrière les grands nombres. Et donc par exemple, on n'est pas 10 fois plus triste quand 10 fois plus de poules meurent dans un incendie d'élevage, par exemple. On est peut-être 1,5 fois plus triste que s'il y en avait 10 fois moins.
Voilà. Mais c'est pas proportionnel au nombre d'individus réellement concernés par le problème. Donc là, en l'occurrence, l'incendie d'élevage. Et c'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est vraiment l'histoire évolutive de notre cerveau, de notre système cognitif, qui fait que on ne fait pas ça bien. Donc ça, encore une fois, ça peut influencer les décisions qu'on prend dans nos mouvements sociaux, dans nos réactions à certains événements, à certaines souffrances, etc. Et le troisième exemple que je prends, c'est le biais optimiste, qu'on appelle en anglais le wishful thinking, qui est peut-être un peu lié à la croyance en un monde juste. Donc c'est cette illusion selon laquelle la réalité va se plier à nos désirs. Le problème étant que ça nous amène à sous-estimer ou à ignorer les scénarios qui peuvent mal tourner, et donc à ne pas anticiper les effets des scénarios qui peuvent mal tourner, même si la probabilité que ces scénarios moins favorables, même si la probabilité qu'ils adviennent est plus élevée que les scénarios optimistes qu'on aimerait voir se produire. Donc il y a plein d'autres biais cognitifs. Faut bien comprendre qu'au quotidien, c'est pas un drame d'être soumis à des biais cognitifs. Ça pose pas un problème particulier. Comme je le disais, souvent ça nous permet de fonctionner rapidement et de pas être paralysé à la moindre décision. Mais dans le cadre de nos mouvements sociaux, dans le cadre de nos luttes, on ne devrait pas se contenter du constat du fait qu'on est biaisé et qu'on est des êtres semi-rationnels, parce que ça peut nous faire prendre des décisions qui entraînent un gaspillage de nos ressources et qui donc ralentissent la réalisation de nos objectifs militants. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que ce sont des réflexions un peu de base de l'altruisme efficace, qui est un mouvement qu'on pourrait qualifier de rationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement rationaliste ? Eh ben, c'est un mouvement qui cherche à avoir la représentation la plus fidèle de la réalité. Donc, comment notre cerveau fonctionne, comment le monde fonctionne, parce que le but, c'est d'être capable d'élaborer des stratégies le plus possible en prise avec la réalité, parce que ça leur donne plus de chances de produire les effets attendus. Une citation que j'aime bien, que j'ai mis là à l'écran et qui vient d'un site internet qui s'appelle EA Concepts Map, qui est une excellente introduction aux concepts clés de l'altruisme efficace. Et il y a beaucoup de concepts clés dans l'altruisme efficace. Donc cette citation dit « Une façon d'améliorer la capacité d'une personne à faire le bien est d'augmenter l'exactitude de ses croyances. Puisque les actions des gens sont déterminées par leurs désirs et leurs croyances, une personne qui cherche à faire le bien fera généralement d'autant plus de bien que ses croyances sont exactes. » Donc, augmenter l'exactitude de ses croyances, ça demande une attitude particulière. Notamment, ça demande d'être capable de les mettre à jour, nos croyances, quand il y a de nouvelles informations qui se présentent à nous. Et donc, ça implique d'être ouverte à l'idée de changer d'avis, de reconnaître qu'on avait tort précédemment, de reconnaître que notre vision du monde, elle est partielle, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas figée. Et donc, c'est avoir une attitude d'ouverture à l'idée de changer d'avis et de se remettre en question. Et donc, l'altruisme efficace, quand on est un peu familier avec le mouvement et qu'on lit le forum, quand on voit un peu la façon dont les différentes associations parlent de leur théorie du changement social, c'est que c'est un mouvement qui précisément essaye de dédramatiser le changement d'opinion. Parfois, ça peut être un truc un peu crispant de reconnaître qu'on avait tort, de changer de vision stratégique. Voilà, parfois, on est attaché à une vision stratégique, on en fait une partie de notre identité même. Et donc, dans l'altruisme efficace, il y a vraiment cette volonté de dédramatiser le fait de se rendre compte qu'on avait tort, que peut-être telle stratégie est plus valable qu'une autre à un moment donné, etc. Et c'est même un mouvement qui encourage le changement d'opinion, quand il est évidemment justifié par des informations et des raisonnements. Donc l'idée, c'est de donner moins de pouvoir à ce fameux biais
très répandu, universel, qui s'appelle le biais de confirmation, qui est ce réflexe qu'on a tous et toutes spontanément, la plupart du temps, qui consiste à rejeter les informations qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on pense déjà, et à accueillir favorablement les informations, les arguments qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà. Donc ce biais de confirmation, on en fait tous et toutes l'expérience, et l'idée c'est déjà de reconnaître qu'on est soumis à ce biais et d'essayer de faire en sorte qu'il ait moins d'emprise sur nos décisions, nos croyances, nos jugements. Dernier point sur l'activisme en mode pilote automatique, c'est qu'au-delà des aspects d'habitude et de semi-rationalité, il peut aussi y avoir des motivations qui ne sont pas d'ordre altruiste, mais qui sont plutôt des motivations égocentrées qui motivent nos choix d'activisme. C'est-à-dire que, c'est bien normal, on privilégie ce qui nous apporte des sentiments positifs. Par exemple, des formes d'action qui nous apportent de l'estime de nous-mêmes ou une forme de reconnaissance sociale. Et ce sentiment positif lié aux actions altruistes a précisément un nom quand il s'applique au don d'argent, qui est une façon parmi d'autres d'agir de façon altruiste. C'est ce qu'on a appelé le warm glow giving, c'est-à-dire cette satisfaction personnelle d'avoir le sentiment d'avoir fait une bonne action, mais c'est une satisfaction qu'on ressent indépendamment de l'impact réel de notre action. C'est une satisfaction liée à une satisfaction égocentrée finalement. Alors je tiens à préciser que cette satisfaction personnelle qu'on ressent quand on fait une action altruiste, c'est pas une mauvaise chose. L'idée, c'est pas d'être dans le sacrifice et d'avoir seulement une abnégation totale de soi dans notre militantisme. Au contraire, les sentiments positifs, ça peut représenter un moteur important pour notre motivation et aussi pour donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc c'est une forme de récompense émotionnelle qu'il faut essayer de cultiver le plus possible. Et d'ailleurs, les gens de l'altruisme efficace ne sont pas du tout des gens qui s'auto-flagellent et qui sont dans le sacrifice. C'est des gens qui ont une grande satisfaction à l'idée d'avoir l'impact le plus positif possible sur le monde. Donc je ne pense pas que ça soit souhaitable ni même possible en fait d'essayer de purger l'activisme de toute forme de sentiments égocentrés. Mais en fait tout ça c'est pour dire que les raisons qui font qu'on se tourne vers une cause ou vers une stratégie plutôt qu'une autre ne sont pas purement motivées par des questions d'efficacité ni même d'altruisme. Donc ça, c'était un peu un panorama pour expliquer qu'en fait, nos ressources cognitives et notre rationalité sont limitées. Vous m'entendez toujours bien? Ouais. Donc ce ne sont pas seulement nos ressources cognitives et notre rationalité qui sont limitées. En fait, il y a tout un tas de ressources des mouvements sociaux, donc l'argent évidemment, mais aussi le temps, les personnes disponibles pour faire de l'activisme, la motivation, les compétences de ces personnes disponibles. Tout ça, ce sont des ressources qui sont cruciales pour l'avancée de nos mouvements, mais qui sont aussi des ressources limitées. Et cet aspect de limitation des ressources, c'est vraiment un point central de l'altruisme efficace, et c'est même la raison de l'existence de l'altruisme efficace, dans le sens où si on avait des ressources illimitées, la question du choix, la question de la priorité entre les différentes causes et interventions ne se poserait pas, parce qu'on pourrait tout mener de front, on pourrait distribuer nos ressources un peu dans toutes les directions, et puis individuellement, on pourrait effectivement sans problème saisir la première opportunité d'activisme qui se présente à nous. Ça ne poserait pas de problème parce que les ressources étant illimitées, on pourrait avancer sur tous les fronts, sur toutes les stratégies, et il n'y aurait pas de question de prioriser entre les différentes stratégies. Mais dans un contexte de ressources limitées, qui est le nôtre, eh bien, quand on consacre de l'argent et du temps à une cause, c'est
un choix implicite de ne pas consacrer ces ressources à d'autres causes. Et donc, c'est potentiellement mal utiliser nos ressources. Autrement dit, c'est potentiellement gaspiller nos ressources. Et donc, aider moins de personnes ou moins bien aider ces personnes. Du coup, l'enjeu de l'altruisme efficace, c'est vraiment d'investir nos ressources là où elles pourront faire le plus de différence possible pour le plus grand nombre de bénéficiaires possible. Pour le dire autrement, le défi central de l'altruisme efficace, c'est l'allocation optimale des ressources. Et en fait, pour prendre un exemple qui peut-être est plus concret, en fait, c'est exactement le même type de défi qui se pose en médecine de guerre ou en médecine de situations critiques comme les attentats, où il y a ce concept de triage médical. Le triage médical, je vais vous donner la définition de Wikipédia parce que je la trouve extrêmement claire. Donc, le triage médical, lorsque le nombre de patients à traiter dépasse la capacité de soins, donc dépasse les ressources disponibles, permet de déterminer quels patients sont prioritaires et l'ordre dans lequel ils vont être traités et évacués, avec l'objectif de sauver le maximum de personnes. Donc c'est exactement le même défi qui se pose avec l'altruisme efficace, qui est de faire au mieux avec des ressources limitées. Là, je vais à nouveau formuler une sorte d'anticipation, d'objection sur cette question de la priorisation. Il faut bien comprendre que la priorisation ne consiste pas à dire que telle cause est plus ou moins importante que telle autre cause. En fait, toutes les causes sont importantes et toutes les causes sont urgentes pour les personnes qui vivent le problème. Mais dans un contexte de ressources limitées, on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde en même temps. Et donc, c'est parce que tous les problèmes sont importants qu'il est si important de prioriser entre les problèmes. Parce que ça permet, cette allocation optimale des ressources permet de sauver le plus possible de gens. Et c'est parce que tous les gens ou toutes les causes ont la même importance morale que c'est si important de passer du temps à réfléchir à comment allouer au mieux nos ressources pour en sauver le plus possible. Donc, voilà. Donc pour résumer cette partie, l'allocation optimale des ressources, donc, qui est en fait l'équivalent, en fait on peut formuler ça aussi sous forme de question, comme je le disais au début, qui est comment aider les autres le plus possible compte tenu de nos ressources limitées. C'est quelque chose de très difficile. Et là où je veux en venir, c'est que si on veut arriver à relever le défi de l'allocation optimale des ressources, il faut basculer du mode pilote automatique au mode manuel de l'activisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des procédures, des outils, des éléments de méthode susceptibles de nous aider à prioriser au mieux entre les différentes causes et les différentes stratégies. Alors, quels sont ces outils et ces éléments de méthode de l'altruisme efficace ? Je vais présenter deux méthodes de priorisation classiques dans le mouvement. Donc la première, c'est le cadre de priorisation des causes, et le deuxième, c'est le cadre d'évaluation des interventions. Mais avant ça, je vais commencer par rappeler la valeur d'impartialité qui est au cœur du projet altruiste efficace. Donc, en principe, les altruistes efficaces ne sont pas a priori attachés à une cause ou à une intervention en particulier. Au contraire, les altruistes efficaces sont attachés au principe de neutralité des causes, c'est-à-dire qu'ils essayent de souscrire à une impartialité vis-à-vis du type de population qu'on cherche à aider. En fait, les altruistes efficaces veulent répondre à la question « qui sont les autres qu'on veut aider ?» en adoptant le point de vue de l'univers. C'est une expression d'un philosophe dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas si... Sidgwick, voilà. Merci Pierre. Donc ce point de vue de l'univers, c'est un point de vue qui ne favorise les intérêts de personne, mais qui au contraire considère tous les intérêts de tout le monde de façon égale. Et on peut détailler 3 dimensions relatives à ce point de vue de l'univers ou à ce projet de neutralité des causes. Il y a le sentientisme, le cosmopolitisme et le long-termisme. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le sentientisme, qu'on peut aussi en fait qualifier d'antispécisme, c'est l'égalité de considération des intérêts de tous les êtres sensibles, du simple fait qu'ils sont sentients et indépendamment de tout autre critère, qui seraient des critères arbitraires, comme l'espèce, la race ou d'autres critères de ce type. Donc l'altruisme efficace, c'est un mouvement antispéciste. Ça ne veut pas dire qu'il s'occupe seulement de la cause animale, mais dans ses fondements, dans ses valeurs centrales, c'est un mouvement qui rejette l'espèce comme étant un critère moral valable. Deuxième critère de neutralité des causes, c'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme, mais qui est parfois appelé internationalisme. C'est ce refus de pondérer l'importance à accorder aux intérêts des individus en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de vie. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'un individu habite loin, dans un pays loin d'une autre, c'est pas parce qu'on ne voit pas la vie de cet individu, c'est pas parce qu'on n'a pas de relation avec cet individu que le bien-être de cet individu ou les souffrances de cet individu ont moins d'importance morale. Ça peut paraître évident, mais c'est un élément très important à prendre en considération dans les mouvements sociaux parce que, en raison des différences de niveau de vie entre différents pays et régions du monde, une certaine quantité de ressources monétaires particulièrement, une certaine quantité d'argent peut avoir des impacts très différents selon l'endroit où on va l'utiliser. Donc si on veut tendre vers l'impartialité et aider le plus d'individus possible indépendamment de leur lieu de vie, parce qu'on considère que le lieu de vie n'est pas un critère qui doit pondérer l'importance à accorder aux intérêts, ce point-là de l'internationalisme, c'est un élément à prendre en compte quand on décide de l'allocation de nos ressources. Et puis, le troisième point, c'est le long-termisme, qui est quelque chose moi, que j'ai vraiment découvert avec l'altruisme efficace, que je n'avais jamais spontanément eu à l'esprit avant. C'est cette idée qu'il y a des raisons morales très fortes au fait de prendre en compte le futur lointain, plus ou moins lointain, mais ça peut être particulièrement lointain, dans nos décisions et nos interventions. Parce que les membres des générations futures seront aussi des êtres sentients, a priori, et dans la mesure où les actions qu'on fait aujourd'hui auront un impact demain, dans 10 ans, dans 100 ans, et potentiellement sur le très long terme, même si c'est très difficile à appréhender et à anticiper, il faut, dans la mesure du possible, prendre en compte ces impacts à long terme quand on évalue des interventions ou quand on réfléchit à quelle intervention on va mettre en place. Une autre façon de définir le long-termisme, c'est cette idée que ce sont les conséquences à très long terme de nos actions qui déterminent en grande partie la valeur morale de nos actions, qui est un point de vue un peu déroutant, ou en tout cas, moi personnellement, que je n'avais jamais perçu avant. Donc ça, c'est le principe d'impartialité des causes. Donc à partir de ce principe d'impartialité des causes, il y a un cadre de priorisation des causes qui a été formalisé par l'altruisme efficace, et notamment par une organisation qui s'appelle 80 000 heures, qui, je crois, a été fondée en 2011, une des nombreuses organisations altruistes efficaces qui a émergé en 2011. Donc c'est surtout cette organisation qui a formalisé ce cadre qui s'appelle le cadre de priorisation, qui s'appelle le cadre INT. INT correspondant en anglais aux 3 critères principaux utilisés pour comparer et prioriser entre différentes causes. Donc ce n'est pas celle que je viens de présenter, c'est celle qui arrive juste ici. Donc les 3 critères principaux utilisés pour prioriser entre différentes causes, on a d'abord l'importance ou l'étendue du problème ou de la cause, c'est-à-dire combien d'individus subissent le problème en question et à quel point le problème en question les affecte. Par exemple, il y a des maladies qui affectent un grand nombre d'individus, qui sont très répandues, très courantes,
mais qui ne sont pas des maladies graves, qui les affectent, qui les dérangent pendant quelques jours, mais pour la plupart des gens, ce ne sont pas des maladies avec des conséquences énormes. À l'inverse, il peut y avoir des problèmes, des maladies qui affectent très peu d'individus, des maladies rares, mais qui sont des maladies très graves qu'on ne peut pas soigner et qui font énormément souffrir les gens. Le deuxième critère pris en compte quand on essaye de prioriser entre les causes, c'est le caractère négligé du problème. Là, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a déjà beaucoup de ressources et d'attention qui sont consacrées à ce problème? En d'autres termes, est-ce que la cause est déjà saturée par des ressources? Ou est-ce que, au contraire, la cause est très négligée et à ce moment-là, une unité supplémentaire de ressources que je donnerais à la cause pourrait faire avancer la cause d'un pas de géant, pourrait représenter, je ne sais pas, 20% de son budget total et donc pourrait lui donner les moyens d'avancer dans la résolution du problème. Donc ça, c'est un point à avoir à l'esprit quand on essaye de comparer entre différentes causes pour prioriser et savoir où distribuer nos ressources. Et puis, le troisième critère de priorisation des causes, c'est le potentiel de résolution du problème. Donc en anglais, c'est le T pour tractability. Et ce point-là, c'est... les questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une cause sur laquelle on peut agir? Est-ce qu'il y a des solutions disponibles? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un problème qui peut être hyper négligé et qui concerne plein de gens, mais en fait, on ne sait pas comment s'y prendre pour le résoudre? Donc, en gros, une façon d'appréhender la question de la résolution du problème, c'est la question suivante. Quelle fraction du problème on peut espérer résoudre en augmentant les ressources qui sont allouées à ce problème? Donc si on prend ces trois critères, on peut faire un tas de scénarios, on peut prendre différentes causes, différents problèmes et essayer de voir, ah bah tiens, est-ce que cette cause est importante? Est-ce qu'elle concerne beaucoup d'individus? Est-ce qu'elle est négligée? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la résoudre? Et à quel point c'est facile de résoudre ce problème? Donc par exemple, une cause qui serait importante, négligée et avec des pistes de solutions claires et évidentes déjà disponibles, c'est super, entre guillemets, dans le sens où vous avez là une opportunité d'avoir un impact positif très important. Par contre, un problème qui concerne peu de gens et qui reçoit déjà beaucoup de ressources, a priori, c'est pas là que vous allez faire une différence importante avec votre investissement. Enfin, investissement, ça peut être pas seulement monétaire, hein, un investissement en termes d'énergie et un investissement militant. Et du coup, ce sera une cause qui, a priori, sera moins prioritaire que d'autres. Donc, après cette question de la priorisation des causes, je vais passer au deuxième aspect, qui est la question de l'évaluation des interventions et de la priorisation des interventions. Et là aussi, c'est un immense chantier parce que, en fait, pour n'importe quel problème, vous avez mille et une façons d'essayer de le résoudre. En fait, pour ne prendre que la cause animale, si, par exemple, j'ai 10 000 € et 300 heures de bénévolat à ma disposition, eh ben, je peux mettre en place une grande diversité d'actions. Avec la cause animale, on a par exemple l'approche classique d'éducation du public avec du tractage, des campagnes de sensibilisation, des conférences grand public, des manifestations, des festivals véganes, etc. On a aussi les campagnes institutionnelles. Donc là, c'est faire pression sur les entreprises pour qu'elles fassent évoluer leurs standards en termes de bien-être animal. Ça peut être du lobbying politique, ça peut être du développement d'alternatives aux produits issus de l'exploitation animale, donc de la recherche et du développement de protéines alternatives ou d'agriculture cellulaire. Ça peut être du sauvetage d'animaux et de la gestion de sanctuaires. Voilà, il y a vraiment mille et une façons d'agir pour la cause animale. Et du coup, quand on se pose la question de par où commencer, c'est pas toujours évident de savoir si, en tout cas, si on essaye de pas être en mode
en mode pilote automatique et de réfléchir de façon rigoureuse à qu'est-ce qui sera le plus efficace, eh ben, on peut être d'emblée un peu perdu face à la grande diversité des interventions possibles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces actions n'auront pas le même impact. Il y a certaines actions qui vont produire un résultat plutôt modeste, voire même contre-productif, et il y en a d'autres qui, pour la même quantité de ressources, vont avoir un impact beaucoup plus élevé, donc vont permettre d'avancer la fin de l'abolition de l'élevage de 10 ans ou de réduire les souffrances des poissons en élevage beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, il faut bien comprendre que l'intuition, généralement, ne suffit pas pour distinguer entre les interventions très efficaces et les interventions moins efficaces. Du coup, une solution qui est couramment utilisée par l'altruisme efficace à ce niveau-là et qui vient à la base de l'économie, ce sont les analyses coût-efficacité. En fait, les analyses coût-efficacité servent à comparer les différentes interventions en fonction des résultats qu'elles permettent d'obtenir pour une quantité donnée de ressources. Faire des analyses coût-efficacité, ça permet en fait d'apprécier l'efficience d'une intervention, c'est-à-dire à quel point elle est efficace par rapport à d'autres interventions. Et comment on définit une intervention particulièrement efficace d'un point de vue coût-efficacité, eh ben, c'est une intervention qui, à un moment donné et pour une même quantité de ressources, sauve plus de vies ou soulage la souffrance de davantage d'individus ou ça peut être d'autres trucs en fonction de la cause, donc ont plus d'effets que les autres interventions considérées. Je ne vais pas rentrer en détail dans les analyses coût-efficacité parce que ça demanderait beaucoup de développement et que je ne vais pas faire ici dans ma conférence. Mais ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire, c'est que c'est difficile de savoir a priori quelle intervention sera particulièrement efficace et que du coup, ça vaut la peine d'essayer d'objectiver et de mesurer l'efficacité. Donc, les analyses coût-efficacité, quand même pour vous donner une idée, en fait, ça peut prendre plein de formes différentes, mais l'idée, c'est de faire des entretiens avec des experts et des expertes du problème. Ça peut être le fait de mener des essais randomisés contrôlés, qui sont des protocoles expérimentaux qui essayent d'isoler l'effet d'une intervention pour mieux comprendre comment elle fonctionne. Ça peut être le fait de mener des recherches quali et quanti sur les interventions. Le but, c'est de mieux comprendre les interventions pour mettre des chiffres sur leurs effets. Et une fois qu'on a les chiffres, donc on a objectivé l'efficacité, on peut mieux comparer les différentes interventions entre elles. Voilà, donc avant de passer à la deuxième partie de ma conférence, je voulais souligner que tout ce que je viens d'expliquer sur l'altruisme efficace, ça donne un aperçu de ce que c'est en tant que philosophie et en tant que démarche, mais on ne peut pas, à partir de ces principes et de ces valeurs, déduire un répertoire précis et définitif de causes et d'interventions qui seraient propres à l'altruisme efficace. Au contraire, les recommandations du mouvement et les priorités du mouvement, elles évoluent constamment parce que, justement, le contexte change, qu'il y a des solutions qui sont apportées aux problèmes identifiés et que du coup les cartes sont rebattues d'une certaine façon et donc les priorités évoluent en même temps qu'on agit. En fait, le but c'est que plus on agit, moins une cause est négligée parce qu'on investit des ressources dedans et donc encore une fois ça rebat les cartes de la priorité et les recommandations d'association sont mises à jour. Donc je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma conférence qui porte plus spécifiquement sur l'altruisme efficace appliqué à la cause animale. Donc cette convergence entre les deux, elle a déjà été un peu formalisée, notamment sous un terme en anglais qui est Effective Animal Advocacy, donc l'altruisme efficace pour les animaux. Donc je vais vous présenter un peu les initiatives dans ce champ de l'altruisme efficace pour les animaux. Déjà, ce qu'on peut remarquer,
c'est que la cause animale est considérée comme relativement prioritaire par le mouvement altruiste efficace de façon générale. On a vu que la volonté d'impartialité amenait à reconnaître les autres animaux comme des patients moraux, et donc c'est un des points qui fait que l'altruisme efficace considère les animaux, mais c'est pas seulement ça, c'est le fait que quand on regarde l'importance, le caractère négligé et le potentiel de résolution de la cause animale prise de façon générale, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est une cause très importante, très négligée, et qu'il y a des pistes de solutions, en tout cas pour tout ce qui est de l'exploitation directe des humains sur les autres animaux. C'est un peu moins le cas pour la question de la souffrance des animaux sauvages, où là c'est beaucoup plus incertain sur les solutions qu'on peut y apporter. Mais de façon globale, la cause animale est considérée comme prioritaire, comme une des causes les plus prioritaires actuellement dans l'altruisme efficace. Pour le dire autrement, une autre façon de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, s'investir dans la cause animale, c'est une des meilleures façons d'améliorer le monde, pour le dire de façon courte. Et je dis bien actuellement, je dis bien aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui peut changer à l'avenir. S'il y a beaucoup de ressources, si on résout beaucoup de problèmes liés à la cause animale, eh ben, peut-être que c'est probable que l'altruisme efficace recommande beaucoup moins que les gens investissent leurs ressources dans la cause animale. Donc, de façon générale, s'investir dans le mouvement animaliste, c'est considéré comme une façon efficace d'améliorer le monde, mais la cause animale se divise en elle-même dans une multitude de différentes sous-causes animalistes. Donc ça peut être la pêche, l'aquaculture, la souffrance des animaux sauvages, l'expérimentation animale, la corrida, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie. Donc il y a une grande diversité de sous-causes animalistes. Et en termes d'importance, de caractère négligé et de potentiel de résolution, il y a des grandes différences entre ces sous-causes animalistes. Et pour bien visualiser ces différences, on peut se servir d'un graphique qui date de 2016 et que je pense plusieurs d'entre vous connaissent déjà, mais c'est parce qu'il est très utile pour expliquer ce point-là de la différence de potentiel d'impact entre différentes causes animalistes. Donc, sur ce graphique, on peut voir la proportion, la proportion d'animaux terrestres exploités et tués chaque année aux États-Unis en fonction du secteur d'exploitation. Donc on a les animaux d'élevage en bleu, donc qui représentent la quasi-totalité du graphique. On a les animaux de laboratoire en jaune. On a les animaux de refuge en vert, que peut-être vous ne voyez pas parce que c'est vraiment une toute petite languette en bas à droite. Et on a les animaux utilisés pour l'habillement, donc tout ce qui est fourrure, peut-être cuir. Quoique cuir, ils doivent être peut-être comptés dans les animaux de ferme. Voilà, donc c'est la répartition en termes de quantité d'animaux par secteur d'exploitation. Donc on voit que la très grande majorité des animaux exploités et tués par les êtres humains sont ceux représentés en bleu, à savoir les animaux d'élevage. Mais si on regarde maintenant la répartition des ressources monétaires qui sont données aux associations animalistes, toujours en fonction du secteur d'exploitation, on se rend compte que la distribution, le type de distribution est très différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc, on voit que en fait, la majorité de l'argent destiné au mouvement animaliste est en fait dirigée vers les animaux dans les refuges, donc les animaux de compagnie, dont on a vu qu'ils ne représentaient qu'une toute partie des animaux terrestres exploités et tués par les humains. Tandis que ce n'est qu'une toute petite fraction de l'argent qui est utilisé pour venir en aide aux animaux d'élevage, dont on a vu qu'ils représentaient pourtant la grande majorité des animaux exploités et tués par les êtres humains. Des animaux terrestres, parce que ce graphique prend en compte uniquement les animaux terrestres, exploités par les humains.
Donc en fait, ce que ce graphique illustre bien, c'est que la répartition des ressources dans le milieu animaliste reflète très mal la réalité des problèmes rencontrés par les animaux. Mais on pourrait même aller plus loin que ce graphique, parce que en fait, ce graphique lui-même reflète assez mal la réalité des problèmes rencontrés par les animaux. Parce que déjà, il ne parle pas des animaux aquatiques, alors que si on prend seulement les poissons, ça se compte en milliers de milliards chaque année qui sont utilisés pour l'alimentation humaine. Et donc, si on les ajoutait sur le graphique que vous voyez là à l'écran, en fait, ça écraserait tout. Les animaux terrestres, comparativement, paraîtraient moins prioritaires, en tout cas au niveau de l'importance, de l'étendue, c'est-à-dire de la quantité d'individus concernés. Le graphique ne parle pas non plus des animaux sauvages et des animaux invertébrés, alors que, encore une fois, leur nombre dépasse de loin celui des animaux vertébrés, mais aussi de loin celui des animaux aquatiques directement exploités par les êtres humains. Et puis, ce graphique, il peut aussi donner l'impression que le groupe des animaux terrestres d'élevage est un groupe homogène, alors qu'il y a des considérations de priorisation à faire à l'intérieur même de la catégorie des animaux terrestres d'élevage. Par exemple, parmi les 70 milliards à peu près d'animaux terrestres qui ont été tués dans le monde pour l'alimentation en 2016, il y a 66 milliards d'entre eux qui étaient des poulets. Donc il y a des considérations comme ça de priorisation à faire à l'intérieur même d'une sous-cause animaliste. Donc il y a plein de considérations comme ça à prendre en compte si on veut agir de la façon la plus pertinente et efficace possible. Donc le constat qu'on peut tirer de cette petite réflexion sur les sous-causes du mouvement animaliste, c'est que la question de l'allocation optimale des ressources est loin d'être résolue au sein du mouvement et que donc il y a des interventions avec un grand potentiel d'impact mais qui sont totalement sous-exploitées, voire ignorées par le mouvement animaliste. Donc il y a des grandes opportunités d'avoir un énorme impact pour les animaux qui sont actuellement sous-investis par le milieu animaliste qui reçoivent très peu de ressources. Encore une anticipation d'objection sur cette question de comparer des causes, etc. En fait, les altruistes efficaces se voient souvent objecter que le fait de mettre des chiffres en avant plutôt que des individus, ça pose problème. Voilà, le fait de vouloir chiffrer et prioriser en fonction de l'importance, ça serait immoral. En tout cas, il y a une répugnance à faire ce genre de calcul. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est justement parce qu'on se préoccupe de tous les animaux de façon égale, que ce soit des animaux de laboratoire, que ce soit des animaux d'élevage, des animaux de cirque ou n'importe quel autre animal. Donc c'est justement parce qu'on se préoccupe de tous ces animaux de façon égale que les considérations analytiques, comptables, de comparaison et de priorisation sont importantes. C'est un peu ce que je disais plus tôt. C'est précisément parce que chaque individu compte qu'il est si crucial d'en aider le plus possible et donc d'outiller notre activisme, d'outils un petit peu formels, un peu rationnels, un peu qui peuvent être un peu déstabilisants au début. Donc par exemple les considérations coût-efficacité, le fait de vouloir formaliser l'efficacité avec des chiffres. Je vais maintenant vous présenter rapidement quelques organisations qui opèrent toutes dans le champ de l'altruisme efficace pour les animaux, à commencer par une organisation qui s'appelle Animal Charity Evaluators. Alors cette organisation, elle existe depuis 2012. À l'époque où ça a été fondé, ça s'appelait Effective Animal Activism. Et la mission de cette organisation, c'est d'évaluer les organisations et les interventions dans le domaine de la cause animale selon une perspective coût-efficacité et de promouvoir celles qui paraissent les plus prometteuses à un moment donné. Parce qu'on va le voir, les interventions, enfin je l'ai déjà dit de toute façon, mais les interventions, les évaluations et les recommandations sont faites régulièrement, sont refaites régulièrement. L'idée, c'est pas de dire telle intervention est efficace et ce sera comme ça tout le temps et mettez toutes vos ressources dedans.
Donc on peut dire finalement que Animal Charity Evaluators cherche à répondre à cette fameuse question de comment aider au mieux les animaux compte tenu de nos ressources limitées. Un point assez important avec cette organisation, c'est que depuis fin 2018, Animal Charity Evaluators a lancé les Movement Grants. C'est un système de bourse destiné à financer des projets animalistes qui n'ont pas encore fait leurs preuves, mais qui semblent prometteurs. Et je tenais à le souligner parce qu'il est parfois reproché à l'altruisme efficace de ne financer que les interventions et les stratégies dont les résultats peuvent déjà être précisément chiffrés, des stratégies qui auraient déjà des antécédents de réussite, qui auraient déjà fait leurs preuves et qui donc, dont on sait qu'elles produisent tel ou tel résultat. Or, avec les Movement Grants, Animal Charity Evaluators fait un effort délibéré pour soutenir des initiatives nouvelles et potentiellement prometteuses, mais qui potentiellement aussi vont échouer. Et l'organisation explique sa volonté d'agir comme ça avec cette phrase que j'ai mis à l'écran. Animal Charity Evaluators dit « Premièrement, nous pensons qu'un mouvement de défense des animaux large et pluraliste est susceptible d'être plus résilient et donc d'avoir plus d'impact qu'un mouvement de défense des animaux étroit et uniforme. Deuxièmement, les preuves de l'efficacité de telle ou telle intervention sont limitées et nous pensons que le mouvement peut augmenter ses chances de succès en continuant à financer un large éventail d'interventions. » Et en fait, cette attitude de favoriser une pluralité dans le mouvement, dans n'importe quel mouvement, c'est représentatif du mouvement de l'altruisme efficace de façon générale. Par exemple, on retrouve cette même vigilance chez Altruisme Efficace France, qui indique par exemple sur son site internet « Nous cherchons à mobiliser les meilleures informations à notre disposition pour décider de nos actions. Nous sommes conscientes que trouver les moyens d'avoir le plus grand impact possible n'est pas facile. Nous nous efforçons donc de faire preuve d'humilité sur l'étendue de nos connaissances, de solliciter des critiques constructives et d'être ouvertes aux idées atypiques et originales. » Donc, par exemple, le Movement Grants a déjà été attribué à plusieurs organisations francophones. On a par exemple en France l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, qui a bénéficié de ce programme d'Animal Charity Evaluators. On a aussi, que je me souvienne, on a le réseau Sentience, qui est un réseau de groupes étudiants à l'université qui parle de la question animale et de la question du spécisme. On a les Journées mondiales pour la fin de la pêche, qui à 2 reprises ont bénéficié de ce programme. Et on a aussi PEA pour l'égalité animale, qui est une association suisse qui a reçu des financements d'Animal Charity Evaluators. Avant de conclure, je vais vous présenter 3 organisations autres que Animal Charity Evaluators qui opèrent dans le champ de l'altruisme efficace pour les animaux. Je les ai sélectionnées parce que je trouve qu'elles sont assez différentes les unes des autres et que du coup elles reflètent assez bien la diversité d'organisations qui peut venir d'une même approche. En fait, toutes ces organisations résonnent selon le mode altruiste efficace et pourtant ça donne des résultats très différents en termes d'organisation et d'intervention. Donc on a en premier lieu Wild Animal Initiative, qui est une organisation qui essaye de mieux comprendre ce que vivent les animaux sauvages dans la nature, qui est une cause très négligée par rapport aux animaux directement exploités par les humains. Et puis en mieux comprendre ce qu'ils vivent pour éventuellement développer des façons de leur venir en aide quand c'est possible. Un peu la logique de cette organisation, la volonté de l'organisation, c'est de contrer le cercle vicieux actuellement en cours dans le champ de la souffrance des animaux sauvages, qui est que beaucoup de gens considèrent qu'il n'y a pas de solution à la souffrance des animaux dans la nature, parce que c'est compliqué, c'est incertain, voire même ça ne devrait pas relever de notre... ça ne devrait pas nous préoccuper parce que c'est la nature. Et du coup,
comme on a l'impression que c'est insoluble, on va mettre nos ressources dans d'autres causes. Mais du coup, il y a très peu de recherches qui sont menées pour rendre la cause des animaux sauvages moins insoluble. Et du coup, il y a ce cercle vicieux où il y a un manque de ressources constant pour la cause des animaux sauvages et on n'arrive pas à progresser sur cette question. Donc l'objectif de Wild Animal Initiative, c'est de renverser cette situation et de créer une dynamique vertueuse sur le sujet de la souffrance des animaux sauvages. Donc la priorité de cet asso, c'est de développer un nouveau champ de recherche dans le milieu académique qui est la biologie du bien-être. Et un point important, c'est que Wild Animal Initiative a été reconnue, enfin classée comme une top charity par Animal Charity Evaluators l'année dernière. Donc elle est encore actuellement vous pouvez voir sur le site d'Animal Charity Evaluators, considérée dans je crois qu'il y en a 4 en ce moment, dans les top charity, donc les organisations animalistes particulièrement prometteuses actuellement. Deuxième association dont je vais parler rapidement, c'est le Good Food Institute. C'est un organisme international fondé en 2016 dont l'objectif est de soutenir et d'accélérer l'innovation dans le champ des protéines végétales et de l'agriculture cellulaire pour en fait rendre l'exploitation animale obsolète d'un point de vue économique. L'idée, c'est pas de mobiliser la lutte culturelle, c'est plutôt d'utiliser tout simplement la logique du marché et l'économie comportementale liée aux habitudes de consommation des individus pour rendre l'élevage et la pêche obsolètes et remplacer ce marché par le marché des protéines végétales et de l'agriculture cellulaire. Et le Good Food Institute est lui aussi actuellement considéré comme une top charity par Animal Charity Evaluators. Et puis, troisième association, qui est une toute nouvelle association, qui a été fondée il y a peut-être un an et demi. Ça s'appelle Animal Advocacy Careers. Et cet asso cherche à identifier les manques, les besoins du mouvement animaliste en termes de compétences et d'expertise, donc ou en termes de talent. Il parle de talent. En fait, le mouvement, enfin les talents, les compétences, ce sont des ressources comme l'argent ou le temps, qui peuvent être plus ou moins en demande dans le mouvement animaliste. Donc, Animal Advocacy Careers cherche à identifier les besoins en termes de talent et essaye aussi de les combler. Donc, ça, par exemple, en organisant des formations en management, en leadership ou que sais-je, mais aussi en faisant du coaching individualisé pour les personnes qui sont déjà en poste dans des associations animalistes. Donc, c'est pour améliorer la façon dont les associations travaillent collectivement pour améliorer indirectement leur efficacité. Pour le dire autrement, cette association fait du capacity building, qu'on pourrait traduire par du renforcement de moyens, c'est-à-dire qu'elle cherche à renforcer le mouvement de défense des animaux en augmentant le nombre de membres et les ressources disponibles pour le mouvement. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses anglophones qui se font dans le milieu de l'altruisme efficace pour les animaux. Mais moi, j'ai bon espoir que des choses se développent à l'avenir dans le milieu francophone. J'ai déjà cité des organisations qui sont soutenues par l'altruisme efficace de façon générale. Il y a aussi L214 qui a été considéré comme pas comme une top charity mais comme une stand-out charity. C'est un autre type de recommandation, un autre type de catégorie d'organisation recommandée. Voilà. Donc on arrive à la fin de ma conférence. J'ai conscience d'avoir raconté des trucs un peu techniques, peut-être un peu nouveaux. C'est une nouvelle façon de concevoir l'activisme. Et je conclurai en disant que c'est important pour se familiariser avec tous ces principes qui sont très exigeants et qui demandent de se mettre en mode réflexion, en mode
un peu en mode rationnel, se poser, réfléchir, etc. Je pense que c'est important de rejoindre soit de créer, soit de rejoindre des communautés, des associations, des réseaux altruistes efficaces pour les animaux. Et puis aussi de rendre ces communautés, ces associations accueillantes ou plus accueillantes qu'elles le sont actuellement. Donc par exemple, on a voulu que les estivales soient un moment et un lieu pour qu'il y ait des discussions et des créations d'initiatives en lien avec l'altruisme efficace. Je vous encourage aussi à adhérer à Altruisme Efficace France. C'est un bon point de départ pour se familiariser et pour rejoindre des groupes Facebook, des réseaux en ligne, pour participer à des événements, tout ça. En fait, il y a un vrai enjeu stratégique aussi dans le fait de se connaître, parce que se connaître, c'est partager des informations sur ce qu'on fait, et donc ça favorise la coordination de nos actions, et ça permet de rendre le plus possible complémentaire tout ce qu'on fait, sinon dans notre coin. Donc ça permet de maximiser notre impact collectif. Et puis, toute dernière chose, en 2019 déjà, j'avais fait une première version de cette conférence à Rennes. Et à l'occasion, j'avais créé un Google Doc que j'ai appelé une fiche repère de l'altruisme efficace pour les animaux, qui compile plein de ressources clés sur le sujet. Ça peut être des podcasts, ça peut être des associations, ça peut être des newsletters. Il y a énormément de newsletters mensuels d'excellente qualité qui sont des sortes de résumés des rapports de recherche. Ça peut être sur les invertébrés, ça peut être sur le marché de l'agriculture cellulaire. Donc s'abonner à ces newsletters, c'est avoir une façon pratique d'avoir des informations de qualité qui ont été condensées pour nous. Donc j'ai créé un lien court pour cette fiche repère. Je la posterai aussi sur l'événement Facebook de cette conférence. Donc le lien, c'est link.infini.fr/EAA. EAA, c'est Effective Animal Advocacy. Voilà. Et puis n'hésitez vraiment pas à me voir ou à m'envoyer un mail si vous avez des remarques ou des questions ou des projets liés à l'altruisme efficace pour les animaux. Ou si simplement vous voulez discuter du sujet. Moi, je suis ravie de discuter de ce sujet avec n'importe qui. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Il nous reste combien de temps à peu près pour faire les questions-réponses? Il est quelle heure? Ouais, donc on a 10-15 minutes, oui. Et ben, je vais passer le micro à celles et ceux qui veulent continuer la discussion. Alors je vais faire par ordre de levage de main. Merci beaucoup. C'était vraiment hyper passionnant. Donc, merci pour la découverte. J'avais une question. Je ne sais pas s'il y a vraiment des réponses, même s'il y a des pistes un peu dans ce que tu as dit déjà. Mais je me posais la question. Au début, tu disais que parmi les personnes qui se revendiquent donc de l'altruisme efficace, il y avait environ 46% des personnes qui étaient végétariennes ou végétaliennes. Et j'ai l'impression que finalement, ça semble peu par rapport à un mouvement qui est finalement parmi les causes sentientistes. Donc du coup, est-ce que tu as des pistes sur qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de gens finalement qui ont appliqué en fait le sentientisme par un mode de vie vegan, végétalien? Effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça parce que en me disant que c'était 10 fois plus que la moyenne, je trouvais déjà ça extrêmement significatif. Mais on peut voir ça comme tu le dis et se dire que finalement c'est que la moitié qui applique au quotidien le mode de vie vegan. Probablement qu'une des raisons qui fait que c'est le cas, c'est que les altruistes efficaces peut-être considèrent que la cohérence individuelle n'est pas une priorité dans leur façon d'améliorer le monde. Peut-être que c'est des gens qui sont
si on demandait si les gens ont réduit leur consommation de viande ou quoi, ou considèrent que la cause animale est une cause importante, que les animaux sont des patients moraux, que les gens sont antispécistes, peut-être que le chiffre serait plus élevé que 46%. Donc il y a probablement des antispécistes dans le mouvement altruiste efficace qui consomment occasionnellement des produits d'origine animale, mais qui n'en font pas qui n'en font pas quelque chose de grave parce que ils utilisent leurs ressources autrement pour améliorer la cause animale. Après, tous les altruistes efficaces ne sont pas investis dans la cause animale. J'ai vraiment posé un cadre d'impartialité qui est par principe, mais en fait, tu as beaucoup d'altruistes efficaces qui, je pense, négligent l'aspect sentientiste et ne sont pas parfaitement neutres dans leur cause. En fait, c'est un idéal de neutralité, mais qui n'est pas incarné par tout le monde dans l'altruisme efficace. Voilà. Un, deux. Faut que j'enlève le masque ou pas? Oui. Alors, merci Axel pour ta présentation. Donc moi, je vais pas dire que je découvre l'altruisme efficace parce que je connais déjà depuis 2 ans. Donc merci pour les rappels déjà, ça fait du bien, surtout avec la période de crise sanitaire où c'était difficile de se retrouver en vrai. Moi, avec ma petite expérience de l'altruisme efficace, rajouterais peut-être, ce que je rajouterais, c'est aussi l'importance de prendre soin de soi. Parce que je pense que ça a bien transparé ici, c'est que l'altruisme efficace, ça peut être difficile, ça peut être très demandeur, et donc un militant efficace est un militant qui va bien et qui dure. Donc ça c'est valable pour l'altruisme efficace, mais c'est aussi valable pour le reste du militantisme. Donc prendre soin de soi, c'est particulier. Donc je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Mais je suis entièrement d'accord et effectivement c'est un mouvement très exigeant qui demande qui fait qu'on découvre beaucoup de choses en même temps. Moi ça m'a fait cet effet-là, ça m'a donné beaucoup d'énergie et de motivation parce que ça m'a donné un regain d'intérêt pour les questions de stratégie. Je commençais un petit peu à tourner en rond dans le milieu animaliste sur les questions de stratégie et le fait de découvrir l'altruisme efficace, ça m'a donné beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu où on se sent peut-être un peu dépassé, où on ne sait pas forcément où est-ce qu'on peut être efficace, et ça peut être désespérant d'avoir d'un côté l'exigence morale d'être efficace et de réaliser que c'est pas seulement bien, mais c'est moralement presque requis. En tout cas, c'est une façon de voir les choses dans l'altruisme efficace. Et puis le fait que nous-mêmes on a d'autres préoccupations, nous-mêmes on a des ressources limitées et que c'est pas évident d'être à la hauteur en fait du projet altruiste efficace. Alors moi je me demandais si j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de paradoxe apparent quelque part d'une part chercher l'efficacité et d'autre part tu as un peu mis l'accent des fois sur le côté pluraliste. Il vaut mieux avoir un mouvement très divers qui sera plus résilient, être ouvert un peu aux idées atypiques, originales, etc. quoi. Mais est-ce que du coup ça se contredit pas un peu, puisque finalement ce qui peut être efficace aussi, c'est justement de tester un peu tout et n'importe quoi sans forcément chercher l'optimum, quoi. Et justement, en fait, comme il y a beaucoup d'incertitudes sur quelle stratégie est la plus efficace, le plus efficace à faire, c'est de mettre un peu de ressources dans plein de stratégies pour obtenir des informations sur l'efficacité de ces stratégies et plus tard allouer de façon plus précise nos ressources. Donc en fait, il peut y avoir une sorte de paradoxe dans le fait de mettre de l'argent, des ressources dans des stratégies qui n'ont pas fait leurs preuves, alors que l'altruisme efficace met énormément l'accent sur les preuves. Mais en fait, c'est très rationnel finalement, puisqu'on est en fait, plus une cause est négligée, moins on a de précédents
au niveau des actions qu'on peut faire pour les résoudre. Et donc, plus il y a d'incertitudes, et en fait, une façon de gérer l'incertitude et de réduire l'incertitude, c'est de mettre un peu de ressources partout pour obtenir des informations. On va prendre une dernière question, si possible, d'une femme pour avoir la parité. Merci pour ta conférence. À un moment donné, tu as parlé des animaux sauvages et il me semble que tu as dit qu'ils étaient nombreux. Voilà. Et moi, j'avais vu un chiffre, en fait, que les animaux sauvages, c'était que 3 ou 4% de tous les animaux et que les animaux les plus nombreux, justement, c'était les animaux de ferme. Du coup, est-ce que ce ne serait pas plus efficace, du coup, d'agir pour les animaux de ferme ? C'est vraiment super que tu soulèves ce point. Je vais en parler de façon très précise dans ma conférence de cet après-midi, mais je vais quand même répondre à ce que tu dis sur les 3 ou 4% d'animaux sauvages. En fait, ce chiffre-là, c'est en termes de biomasse. En fait, la biomasse, c'est le poids carbone des animaux. Enfin, c'est un critère en termes de poids. Et en fait, la démarche altruiste efficace et la démarche antispéciste de façon générale considère les individus. Et en fait, pour le dire de façon un peu bizarre, il y a en moyenne beaucoup plus d'individus dans une tonne d'animaux sauvages que dans une tonne d'animaux d'élevage. Parce qu'en fait, les animaux d'élevage sont en moyenne beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds que les animaux sauvages. Quand on pense aux animaux sauvages, on pense à des grands animaux charismatiques, des lions, des loups, des girafes, des dauphins. Mais en fait, la grande majorité des animaux sauvages sont de petits animaux modestes, dans le sens où ils sont moins charismatiques, mais des rongeurs, des petits oiseaux, des mulots, tout ça, c'est des animaux qui sont très nombreux et très légers. Donc en fait, quand on raisonne en termes de biomasse, c'est extrêmement trompeur d'un point de vue antispéciste. Moi, je déplore le fait qu'on raisonne en termes de biomasse parce que ça porte à croire effectivement des choses qui sont... Alors, ça dit des informations pertinentes pour répondre à certaines questions scientifiques, mais d'un point de vue antispéciste, d'un point de vue moral, quand on s'intéresse aux individus, c'est beaucoup plus pertinent de s'intéresser à la quantité d'individus. Et en fait, les animaux d'élevage sont beaucoup moins nombreux que les animaux sauvages. Même quand on parle d'extinction massive, même quand on parle de tout ça, ça reste le cas. D'accord, merci. On va terminer ici ? Oui. Pardon. Eh ben, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour la question des animaux sauvages, justement, ouais. À 15h, le début de la conférence, c'est ça ? Et elle ne sera pas enregistrée, donc soit vous venez la voir, soit plus jamais vous ne saurez comment gérer les animaux sauvages. Alors, elle n'est pas enregistrée en live, mais il me semble qu'elle est enregistrée. Elle n'est pas enregistrée ? Alors, en sachant que c'est une conférence que j'ai déjà donnée l'année dernière et qu'elle est presque identique à celle que j'ai donnée l'année dernière. Donc, si elle n'est pas enregistrée, c'est pas grave, elle est déjà sur YouTube. Mais venez quand même cet après-midi.